J'ai eu une longue conversation très sincère avec le Rav Zini, au cours de laquelle on a réussi à trouver de larges accords sur la question de l'enrôlement au service militaire des Haredim d'une manière générale. Je pense que on partage l'idée fondamentale que celui qui est réellement plongé dans l'étude de la Torah d'une façon authentique et dévoué, doit pouvoir continuer à le faire sans être inquiété. On ne cherche pas, Daniel, à exempter les Haredim, mais à préserver le droit de ceux qui étudient vraiment la Torah, de pouvoir poursuivre cette mission. Et je pense que c'est toute la différence. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le député Chasse Yossi Tayeb. Yossi, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous et à tous vos auditeurs, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ensemble, on va discuter de deux dossiers majeurs qui sont à l'ordre du jour. On va vous donner la possibilité de répondre aux propos tenus hier par le Rav Eliaou Zini, qui a parlé avec des termes, on va dire, très clairs, pour ne pas dire très crus, de l'enrôlement des élèves des yeshivot, de sa position concernant le monde orthodoxe et son refus, on va dire, de s'engager, de s'enrôler massivement dans l'armée israélienne pour l'instant, en tout cas. Et ensuite, je voudrais qu'on dresse un bilan, puisque c'est le dernier jour de la session d'été de la Knesset. Dresser un bilan de cette session. Vous demandez peut-être si on se dirige doucement vers la fin de cette 25e Knesset, et si la rentrée parlementaire risque aussi d'être celle qui va voir peut-être la chute du gouvernement de Binyamin Netanyahou en octobre ou novembre prochain. Alors on va commencer par le dossier des élèves des yeshivot ensemble. Vous avez entendu, nous avons envoyé l'enregistrement de l'entretien que nous avons hier avec le Rav Eliaou Zini, un entretien très ferme. Je voudrais avoir votre appréciation sur l'argumentaire qu'il avance, selon lequel il n'y a pas de raison, il faut que le monde orthodoxe s'enrôle aux côtés de tous les secteurs de la société israélienne qui partagent le fardeau sécuritaire, parce que c'est aussi une milchemet, une guerre qui nous a été imposée par l'ennemi d'une certaine manière. Bon, tout d'abord, Daniel, je tiens à dire que tout d'abord, j'ai l'habitude d'échanger avec le Rav Eliaou Zini. Nous ne sommes pas toujours d'accord, loin de là, mais nous savons dialoguer avec respect, honnêteté. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je pense que dans nos discussions, on met en valeur tout d'abord l'amour du Ham Israël. Et très souvent, malgré nos différences, on parvient à des accords de fond, je dirais. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé hier. Alors, Après son intervention à votre micro, j'ai eu une longue conversation très sincère avec le Rav Zini, au cours de laquelle on a réussi à trouver de larges accords sur la question de l'enrôlement au service militaire des Haredim et des Haredim d'une manière générale. Je pense que on partage l'idée fondamentale que celui qui est réellement plongé dans l'étude de la Torah d'une façon, on pourrait appeler ça, je sérieuse. dirais, authentique et dévoué, doit pouvoir continuer à le faire sans être inquiété. On ne cherche pas, Daniel, à exempter les Haredim, mais à préserver le droit de ceux qui étudient vraiment la Torah, de pouvoir poursuivre cette mission. Et je pense que c'est toute la différence. Et ce que je disais au Rav Zini, je pense qu'on a été d'accord sur ce point-là, c'est d'avoir une approche équilibrée, fidèle à notre tradition, mais aussi qu'elle soit équilibrée sur notre responsabilité face aux réalités de la société israélienne. Et c'est précisément ce que je défends en tant que député, en tant que président de la commission de l'éducation. Je pense que on devrait plutôt unir que plutôt diviser, construire des ponts au lieu d'alimenter les conflits. Et je pense que dans ce cadre, il y a plusieurs principes qui sont clairs et non négligeables. On ne peut pas être dans un gouvernement de droite et mener une politique qui criminalise les élèves des yeshivot. Alors, tout ce qu'on demande, c'est que dans le seul État juif du monde,
on puisse reconnaître la valeur de l'étude de la Torah dans une société juive. Et qu'un jeune ou toute personne qui veut étudier la Torah puisse le faire d'une manière sereine. Mais ça, c'est un acquis, Yossi. J'ai pas l'impression que quelqu'un remet en cause l'importance de l'étude de la Torah dans la société israélienne. Alors, je vais vous dire, je pense que la proposition de loi actuelle, qui n'a pas encore été déposée malheureusement, elle nécessite, je dirais, et ce que je disais avec le Rav Zini, une décision rabbinique qui est une décision cruciale, surtout pour le public orthodoxe. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet avec le Rav Zini, qu'est-ce qui est un orthodoxe, ce qui n'est pas un orthodoxe. Je pense que lorsqu'il s'est exprimé, bien entendu, il a voulu faire passer l'orthodoxie sur le plan toranique et non pas sur le plan politique. Mais je pense qu'en réalité, le public orthodoxe et les rabbinim orthodoxes ont fait de grands pas, des pas de géant vers cette loi et vers l'enrôlement des Haredim dans l'armée, non pas de tous les Bachorei Yeshivot, mais de ceux qui n'étudient pas et qui devraient aller faire leur service militaire. On n'est pas exempté de l'armée parce qu'on a une kippa noire ou une autre kippa. On est exempté de l'armée parce que on participe à Israël, à sa construction, à garder la spiritualité et la tradition juive par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. Et sur ça, je pense que le Rav Zimi aussi a été d'accord avec moi hier. Alors après, parce que aussi, vous le savez, vous êtes en contact, en particulier même avec la communauté francophone. Vous savez qu'il y a des soldats qui sont tombés au combat, qui étaient des Talmidei Chachamim. On parle souvent de Saadia Deri, le fils de notre ami Lali Deri. On parle de Eliav Abitbol, le fils de Marc Abitbol, qui était un Talmid Chacham, et Marc Abitbol s'exprime ce matin dans le Israël Hayom dans un éditorial très 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 clair là-dessus. Il y a des étudiants qui étudient la Torah, qui ont fermé leur Gemara pour aller combattre parce qu'ils ont senti que l'État d'Israël était menacé. Pourquoi dire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont moins sérieux dans l'étude de la Torah que ceux qui restent à étudier toute la journée dans les yeshivot? Non, mais je pense que le Rav Zini était d'accord avec moi sur ce point-là. Je pense qu'on a besoin de créer un cadre légal qui permet l'exemption du service militaire, bien entendu hors des fonctions rabbiniques dans l'armée, etc. Oui. Pour ceux qui se destinent sincèrement à des rôles spirituels qui pourraient par la suite devenir des rabbinim, des rachés yeshivot, des rachés kolélim, des enseignants ou rabbins communautaires. Je pense que le sujet clé est que on a besoin de pouvoir garantir un monde d'études sérieux avec un quota minimal d'élèves assidus qui devraient être exemptés, bien entendu, tout en tenant compte des besoins réels de Tsahal. Et je pense que c'est exactement le terrain d'entente qu'on a réussi à avoir avec Yuli Edelstein avant l'attaque du Liban. Alors, les exemptions ne peuvent pas concerner uniquement, et c'est un point que j'ai élevé avec le Rav Zini, il a été d'accord, qui concerne uniquement, par exemple, les élèves des yeshivot Sfarad. Il faut qu'il y ait une répartition équitable entre toutes les communautés du monde Haredi, y compris chassidique, lituanienne, etc. Oui, parce que ça, il faut expliquer à nos auditeurs qui peut-être ne le comprennent pas automatiquement. C'est que dans le monde orthodoxe, où il y a encore, malheureusement, une sorte de semi-ségrégation entre séfarades et ashkénazes, eh bien, on pourrait avoir tendance à dire, chez les orthodoxes et ashkénazes, eh bien oui, le quota des élèves des yeshivot qui vont partir à l'armée, ben, ça va être surtout les sfardim, parce que les sfardim étudient moins bien que les ashkénazes, que les yeshivot sfaradiotes sont moins, on va dire, cotés ou élitistes ou cotés que les yeshivot ashkénazes. Ça existe, ça? C'est vrai, ça, Yossi? Malheureusement, ça n'existe pas que dans le monde orthodoxe, ça existe aussi au sein de l'armée. J'en parlais hier encore dans notre longue discussion et très profonde avec le Rav Zini. Lui-même a vécu ça lorsqu'il a voulu rentrer dans le Igoud des yeshivot Esder. Le Igoud n'a pas voulu l'accepter au départ parce que il avait un doctorat et non pas été juste Rosh Yeshiva, alors qu'en parallèle à ça, dans le Igoud, il y avait un Rav Ashkenaz qui lui aussi avait
un doctorat, mais malheureusement, le Rav Zini s'appelait Zini, ne s'appelait pas Zinimovitch. Oui. Donc je pense que malheureusement, encore en Israël, existe cette séparation entre séfarade et ashkénaze. J'espère qu'avec les générations et avec les décennies, on pourra enfin parler du peuple juif dans sa totalité, et non pas de public sectoriel, que ce soit ashkénaze, séfarade, kibbutz Mais vous savez que c'est un reproche, etc. Yossi, vous savez que c'est un reproche que l'on fait au parti chasse, parce que le parti chasse, il a été créé il y a plus de 40 ans pour justement redorer, on va dire, le blason du monde séfarade et de la spécificité du monde séfarade, et qu'aujourd'hui, et je l'ai entendu de plusieurs sources ces derniers jours, que le monde orthodoxe, eh bien, finalement, se retrouve, le monde séfarade, à travers le parti chasse, eh bien, se retrouvait à la traîne du monde ashkénaze. C'est-à-dire, il était obligé de suivre ce que faisaient les décisionnaires ashkénazes, le Rav Lando, qu'on connaît quasiment pas, et que ça s'inscrivait pas véritablement dans l'esprit peut-être plus ouvert du Rav Ovadia Yosef, d'être plus ouvert, plus conciliant, comme l'a toujours été le monde séfarade. Pourquoi on a ce sentiment que chasse est à la traîne des orthodoxes ashkénazes? Non, loin et très loin de ça, Daniel. Je pense que le conseil rabbinique du parti a été très clair et n'a pas pris les mêmes décisions, par exemple, qu'ont pris les rabbinim ashkénazes de Degel HaTorah et de Aguda. Je pense que même dans la décision du conseil des sages, la décision a été très claire. Nous ne pouvons pas faire partie d'un gouvernement qui condamne les Bachouri Shivot, qui veulent étudier la Torah et les rendre moins qu'un travailleur sans papier ici en Israël, que ce soit sur le plan social ou sur le plan juridique. Je pense que la décision a été complètement différente de la décision des rabbinim ashkénazes. Le parti Chasse, les ministres de Chasse ont démissionné du gouvernement. Aujourd'hui, Chasse ne fait pas partie du gouvernement, mais la décision a été claire. Chasse ne va pas faire tomber le gouvernement. Chasse ne lâche pas ses fonctions au sein de la Knesset, que ce soit par exemple les présidents de commission, dont j'en fais partie aussi, n'ont pas quitté, n'ont pas démissionné les commissions. Nous continuons à garder ce gouvernement de droite. Ça a été, il ne faut pas oublier, Harry Deri qui a créé ce bloc de droite, et c'est Harry Deri qui continue à garder ce bloc de droite. C'est la décision qui a été prise par les rabbinim séfarades, contrairement à la décision par exemple des rabbinim ashkénazes qui pour eux sont sortis totalement du gouvernement, mais aussi de la coalition. Certains diront que c'est une nuance. De plus en plus. Certains diront que c'est une nuance. On appelle le Nikul Shulchan, de pouvoir voter pour le plus de lois possible que le gouvernement amène à l'hémicycle pour pouvoir justement montrer à Benjamin Netanyahou que nous sommes encore à ses côtés. Certains diront que c'est une nuance. Que Benjamin Netanyahou respecte l'accord de coalition qui a été voté. Alors après, encore une fois, on peut discuter sur le vif du sujet, sur le vif de la loi. Est-ce qu'on peut changer une clause par-ci, une clause par-là, changer quelques clauses? Je vais vous donner par exemple une clause sur laquelle j'étais d'accord hier avec le Rav Zini, une clause qui Yuli Edelstein n'acceptera jamais, mais c'est une clause qui dirait par exemple que toute obligation militaire devra absolument respecter la halakha, et que toute violation de ce principe entraînera l'arrêt immédiat de la participation des jeunes religieux orthodoxes à l'armée et religieux même de la Sionout Datit d'une manière générale. C'est par exemple une clause dont lequel j'étais d'accord avec le Rav Zini, mais qu'une clause qui ne sera jamais acceptée par Yuli Edelstein. Je pense qu'il est temps, Daniel, de mettre à hostilité croissante à l'égard des cadres religieux dans Tsahal et au sabotage interne, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, contre l'intégration des Haredim. J'en parlais hier avec le Rav Zini. Il y a une marlaka ou un gdoud qui devait être créé au sein du Shirion et qui a été saboté par un haut gradé de Tsahal dont je ne citerai pas le nom. Je pense que Chasse aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on représente une partie du public, une partie sectorielle du public, qui va à l'armée. Notre travail du jour au jour. Vous représentez Yossi, pardon. Israélien, je pense que
aucun des ministres au sein de ce gouvernement et aucun président de commission n'a travaillé autant pour aider les réservistes, que ce soit dans l'académie dans l'académie en ce qui me concerne, que ce soit sur les aides en face du monde du travail. Et je pense que le ministre Bensour, que ce soit au sein du ministre de la Santé, tous les ministères qui sont autour de la table du gouvernement, on a travaillé pour tous les citoyens israéliens. Et c'est exactement aussi ce que j'ai parlé hier avec le Rav Zini lorsqu'il critiquait les politiques orthodoxes qui ne travaillaient que pour leur public d'une manière sectorielle. Non, c'est vrai que le Rav Ovadia Yosef, je vais vous dire, Daniel, le Rav Ovadia Yosef disait une chose. Moi, j'ai pas eu le mérite de recevoir cette bracha lorsque je suis rentré à la Knesset, mais les anciens députés et ministres me racontent. J'avais une discussion avec le ministre Bensour qui me disait que lorsqu'il est rentré le lendemain des élections de sa première entrée à la Knesset chez le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ovadia lui a dit Yoav, jusqu'à aujourd'hui, on était dans des élections, tu étais sur une liste qui venait représenter une partie sectorielle du public israélien, le parti séfarade, voire orthodoxe, etc. Il lui a dit, sache qu'à partir du moment où tu rentres à la Knesset, que tu as été élu, tu es député de tous les citoyens israéliens, religieux ou non religieux. Et c'est exactement avec cette ligne de travail que le parti Chasse travaille depuis des décennies et continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Une dernière question sur ce sujet, on pourrait en parler ensemble pendant longtemps, mais vous en tant que député, mais qui a servi dans l'armée israélienne, vous avez été combattant dans la brigade de Givati, c'est-à-dire, est-ce que vous ne craignez pas que le positionnement actuel du parti Chasse risque de vous faire perdre une partie de cet électorat qui est fidèle à la tradition séfarade d'une part, mais qui aussi s'enrôle dans l'armée, sert dans l'armée, compte des officiers, parfois même des officiers supérieurs. Il y a aujourd'hui beaucoup d'officiers supérieurs qui sont des généraux qui sont séfarades. Vous ne craignez pas de perdre une partie de votre soutien? Les sondages ne sont pas particulièrement encourageants de ce côté-là, après la décision de Chasse de se joindre d'une certaine manière à la contestation ashkénaze. Tout d'abord, Chasse, lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle prend ses décisions, ne prend pas en compte ses scarim et est-ce qu'on va perdre un mandat ou gagner un mandat lorsqu'on fait quelque chose. Lorsqu'on fait quelque chose, on fait par rapport à la décision des chefs du chef du parti du conseil rabbinique. Mais en parallèle à ça, il est clair que les sondages montrent d'une manière claire que Israël perd aujourd'hui entre 1 et 2 mandats après la décision de vouloir de quitter le gouvernement. Mais il faut comprendre que Chasse ne cherche pas à renverser le gouvernement, ni à créer une crise. Nous voulons que cette situation, que cette coalition, Daniel, aille jusqu'au bout de son mandat. Mais en parallèle, nous attendons que nos partenaires, dont le Likoud, et à sa tête, bien entendu, le Premier ministre, qui a signé ces accords de coalition, respectent leurs engagements. Je pense que Chasse a respecté les engagements au sein de cette coalition tout au long de ces 2 dernières années. Je pense que Aryeh Deri, encore une fois, Daniel, qui a créé ce bloc de droite, Chasse a toujours été fidèle au camp national. Et c'est pourquoi nous ne soutenons pas aussi la mention de censure, par exemple, qui a été amenée ce lundi dernier. Mais en même temps, comme je le disais, il est inacceptable que toutes les questions essentielles du public orthodoxe en Israël échouent d'une manière systématique, alors que on participe d'une manière active à tout ce que le gouvernement amène, dont la loi de Yariv Levin aussi, faire licencier la Yoyetzet Mishpatit, etc. Je pense que un gouvernement qui prétend défendre l'étude de la Torah doit tout faire pour pouvoir garder justement ce gouvernement et respecter ces clauses de coalition. Alors après, bien entendu, c'est pas Bibi qui a fait en sorte que cette loi ne passe pas. Je pense que même après la déposition de loi de Yuli Eldeshen, s'il l'avait déposée comme elle a été travaillée, les accords sur lesquels on est arrivé, je pense que toujours un président de
de commission c'est légitime qu'il puisse changer des clauses par la suite. Mais c'est pas ce qu'a fait Yuli Edelstein. En ce qui concerne l'affaire de Yuli, on n'a jamais exigé d'abord le fait qu'il soit éjecté ou licencié ou le limogeage de Yuli de la commission. Et c'est pas notre objectif et ni notre intérêt. Tout ce qu'on demande, c'est de respecter les principes que nous avons convenus avec lui. Et je dois dire, Daniel, malheureusement et avec regret, qu'aujourd'hui, Yuli a agi avec un profond manque de bonne foi. C'est pas un secret qu'à la veille de l'attaque en Oui. Iran, on était parvenu à un accord avec lui sur un texte de loi qui avait lui-même qualifié, il faut pas oublier, hein, d'une réforme historique, d'une véritable réparation, ce qu'il appelait, pour la société israélienne à part entière. Et je me demande justement où sont passées aujourd'hui toutes ces paroles. Et ce qu'on exige de Benjamin Netanyahou, c'est de tenir ces accords de coalition et de faire avancer cette loi. J'ai proposé même au Rav Zini que sur les points sur lesquels on avait été d'accord, que je ferai passer au chef du parti ces points-là afin de pouvoir essayer de rédiger une loi dans la mesure, que ce soit avec Elie Edelstein ou avec quelqu'un d'autre. J'aurais préféré que ça puisse continuer avec Yuli, mais ça, c'est pas nous qui décidons, on se mêle pas des affaires Ouais. du Likoud. Euh, Bon, et on a, pouvoir justement mettre au point. on a bien compris. Je voudrais. Ces points. Alors, on a bien compris aussi, il nous reste vraiment 3 minutes, on a déjà dépassé notre temps. Je voudrais que vous nous dressiez un bilan, on va dire peut-être se focaliser sur votre commission. Vous parlez justement de la présidence de votre commission de l'éducation nationale et peut-être en particulier ce que vous avez fait pendant ces derniers mois. Quel bilan vous dressez de cette session d'été ? Une session qui a été très longue. Malheureusement, on a été obligé de laisser un peu le volet pédagogique dont la commission a l'habitude de travailler tout le long des sessions. On a vraiment misé sur l'aide aux réservistes, que ce soit dans l'académie ou autre, l'ouverture d'écoles pour les enfants qui avaient quitté leur municipalité, étaient passés dans d'autres municipalités, etc. Ça a créé de gros problèmes, même au niveau du corps enseignant. Et c'est exactement ce qu'on a fait, ce qu'on continuera à faire. J'espère le plus vite possible cette guerre pourra s'arrêter, qu'on puisse revenir à Une activité plus logique, plus normale. voilà, un mode normal. Juste, Daniel, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué. Je pense que c'est important et je pense que vos auditeurs aussi s'inquiètent. C'est bien entendu le sujet, la question de la souveraineté qui va monter Oui. cet après-midi, qui va être déposée par le député Danny Louz. Je tiens à dire que d'abord, Chasse a toujours soutenu l'implantation juive à Yehuda et Shomron et a toujours défendu ses habitants. Moi-même, je préside avec Dan le lobby parlementaire en faveur des implantations dans la vallée du Jourdain. Mais il faut comprendre que le vote qui est prévu aujourd'hui, on parle non pas d'une déclaration, d'une loi, mais c'est plus une façon, je Une dirais, résolution. elle est plus déclarative et symbolique. Et je pense que dans la situation actuelle et dans la décision de notre participation au vote de la coalition, cette participation est guidée d'une manière exclusive par les décisions du Conseil des sages. J'ai discuté encore ce matin avec le leader du parti pour faire en sorte et donner la possibilité aux députés de Chasse de pouvoir, bien qu'on parle juste d'un vote déclaratif et symbolique, de pouvoir voter pour justement cette déclaration. Eh bien, Yossi Taïeb, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous partez en vacances parlementaires, mais je suppose que vous n'allez pas à la plage. Loin de là, la commission de l'éducation, de la culture et des sports continuera à travailler jusqu'au 1er septembre, à part 2 semaines dont la clé sera fermée pour travaux, etc. Mais on continue à préparer la rentrée scolaire. Il n'y a pas de vacances pour la commission de l'éducation. Les élèves israéliens doivent reprendre les études d'une manière la plus normale possible le 1er septembre, et c'est ce que la commission va essayer de faire
jusqu'au 1er septembre. Merci beaucoup Yossi d'avoir accepté de Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aussi franchement on espère que ce dialogue que vous menez avec le Rav Zini bien puisse peut-être se développer. Peut-être on peut vous inviter peut-être à dialoguer ensemble devant le public francophone qui attend justement ce genre de débat et de discussion honnête et sincère. L'important effectivement c'est de dialoguer et peut-être de trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement. Merci beaucoup Yossi d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation et à bientôt. Merci à vous Daniel.